Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde qui vient interroger notre système alimentaire et l'éventualité d'une démocratie alimentaire. Je suis Fanny Giancetto, cofondatrice d'Ecotab. Pour ceux qui ne connaissent pas Ecotab, on est une structure qui tente de transformer l'écosystème de la restauration en un écosystème beaucoup plus durable. On accompagne de façon générale les restaurateurs dans la transition écologique et on labellise les restaurants qui ont déjà une démarche aboutie. En parallèle, on a un podcast qui s'appelle Sur le grill d'Ecotab que je vous invite à découvrir et à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et cette table ronde est enregistrée dans le cadre de ce podcast et pourra donc être réécoutée par la suite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une démocratie alimentaire? Pourquoi associer ces deux mots, démocratie et alimentaire? La démocratie alimentaire est une notion récente en sciences politiques. Elle part du constat qu'il faut manger pour vivre. Et puisqu'il faut manger pour vivre, la question alimentaire devrait être centrale dans nos sociétés. Elle devrait être l'une des bases de la définition de notre système politique. Les citoyens devraient pouvoir décider de la façon dont ils veulent manger. Ils devraient retrouver les moyens d'orienter le système alimentaire et pas seulement par leurs actes d'achat. En filigrane, il y a évidemment la question de l'accessibilité pour tous à une alimentation saine et de qualité. Ça questionne donc la question, plus largement, de l'aide alimentaire. Alors, comment parvenir à cet idéal de démocratie alimentaire? Quelles sont les clés? Quelles réponses institutionnelles peuvent être apportées pour assurer l'accès à une alimentation saine et de qualité? Ce sont les questions que je vais poser à mes trois intervenants que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Boris Tavernier, qui est à ma droite tout de suite, il est le cofondateur et délégué général de VRAC, qui est un groupement d'achat qui distribue des produits alimentaires bio et locaux dans les quartiers populaires à prix accessible. Bonjour Boris. Magali Ramel. Magali est docteure en droit. Elle a soutenu récemment une thèse portant sur le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France. Bonjour Magali. Et Damien Conaré. Damien est ingénieur agronome. Il est aujourd'hui secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Bonjour à tous les trois. Damien, c'est avec vous que je vais commencer parce que, évidemment, ma première question, ça va être celle de la définition de la démocratie alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend plus précisément par démocratie alimentaire? Alors, vous l'avez effectivement déjà bien dressé dans votre introduction, mais c'est un terme qui est apparu, en général, on attribue la paternité de la démocratie alimentaire à un certain Tim Lang, un chercheur anglais qui s'intéresse beaucoup aux questions de politique alimentaire et qui a conceptualisé l'idée de food démocratie à la fin des années 90, où il fait le constat, largement partagé à l'époque, mais le constat que il y a eu 2 décennies, 80 et 90, avec une grande montée en puissance du secteur privé dans le système alimentaire. Donc le système alimentaire entendu au sens large, les activités de production, transformation, distribution, puis consommation. Et que ce capital privé prend une prégnance très importante dans l'alimentation. Et notamment avec des chiffres en Grande-Bretagne, puisqu'il est anglais, où à la fin des années 90, 2 tiers de la consommation alimentaire des ménages s'opère auprès des supermarchés, de 4 grandes enseignes de supermarchés. Donc on a un système qui est extrêmement concentré, très capitalistique, et donc qui se fait aux dépens d'un côté des producteurs qui touchent pas la juste rémunération de leur travail, et de l'autre côté de consommateurs qui perdent un peu le pouvoir d'agir sur le système alimentaire, dont le dernier pouvoir qu'il leur reste, c'est, comme vous disiez, le pouvoir d'achat, et qui est quand même pas un pouvoir très intéressant. Donc lui, il parle de food démocratie comme redonner du pouvoir politique aux consommateurs, aux citoyens plutôt qu'aux consommateurs, à des citoyens acteurs, pour qu'ils s'engagent dans des actions de transition, de alternatives alimentaires pour améliorer à la fois les conditions de production et de distribution. Donc c'est vraiment l'idée de redonner du pouvoir politique aux citoyens dans l'alimentation. Et qu'est-ce qui fait que ce concept a particulièrement émergé ces derniers temps? En tout cas en France. En France, oui, ou ailleurs aussi. D'abord, il y a l'idée il faut peut-être le rappeler, que l'alimentation est éminemment politique, par définition. Donc redonner du pouvoir politique, c'est aussi parce qu'on est dans un sujet qui l'est éminemment. C'est d'abord parce que ça nous concerne tous, idéalement 3 fois par jour, mais au moins tous les jours. On est tous concernés par l'alimentation. Donc ça fait de nous tous des citoyens au regard de l'alimentation. Et puis, ça touche des domaines extrêmement variés.
que ce soit évidemment les échanges commerciaux, des questions environnementales, et on a une grande actualité, les ressources en eau, le changement climatique, la biodiversité, mais c'est aussi des questions d'éducation, de justice sociale, etc., etc. Donc en fait l'alimentation, comme vous disiez, est au cœur d'un très vaste champ politique. Et de sorte que s'intéresser à l'alimentation, c'est un formidable vecteur pour opérer des transitions et peser politiquement sur la société. Peut-être dire que ce qu'on mange, la façon dont on mange, la façon dont on s'organise pour manger, c'est une vraie manière d'organiser la société dans laquelle on vit. Donc ça, ce constat étant, cette idée de démocratie alimentaire a continué d'émerger. Puis aujourd'hui, évidemment, avec une actualité, ça a été le Covid, la guerre en Ukraine, le changement climatique, évidemment, ramène au cœur de nos discussions la question alimentaire. Vous, Magali Ramel, vous travaillez donc sur le droit à l'alimentation. Est-ce que le droit à l'alimentation est un pilier indispensable de la démocratie alimentaire ? Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est un pilier indispensable. En tout cas, c'est un autre fondement et un autre cadre un peu conceptuel pour agir, qui va vraiment dans les mêmes enjeux que ce qu'évoquait Damien jusqu'à présent, tous les enjeux environnementaux et de justice sociale et de rapport de pouvoir au sein de tout le système alimentaire, mais aussi autour des rapports de pouvoir dans les logiques d'accès à l'alimentation, avec évidemment en trame de fond tout ce que tu évoquais autour de l'industrie agroalimentaire et des oligopoles aussi dans la chaîne des systèmes alimentaires. Mais le fondement est différent, puisque là, ce n'est pas tant par les citoyens et par un mouvement politique citoyen, mais plus par l'angle des droits de l'homme. C'est le droit à l'alimentation, qui est reconnu au niveau international, qui est consacré dans beaucoup de traités internationaux et qui a une large aussi reconnaissance politique au niveau international. Mais jusqu'à présent, il a été reconnu et mis en œuvre, et tous les travaux qui ont été développés pour le mettre en œuvre, c'est à partir des années 2000 à peu près, c'est essentiellement vers les pays en développement. Et aucun pays du Nord, donc ni la France, ni aucun pays de l'Union européenne ne l'a encore reconnu et mis en œuvre. Donc est-ce que c'est un pilier indispensable ? En tout cas, il me semble qu'il y a une vraie réflexion à mener, et c'est dans le cadre de cette réflexion que j'ai développé mes travaux, de se dire qu'est-ce que ça changerait si dans tous ces enjeux qu'on pose autour de ces questions, encore une fois, toutes les questions de fond qu'on pose, qu'on l'aborde par le concept de démocratie alimentaire, par le concept de justice alimentaire, par le concept par les droits de l'homme, c'est des leviers qui sont, des cadres conceptuels et un peu des leviers qui sont différents mais qui sont très concordants. Et en tout cas, il y a un vrai sujet de se dire comment, par le cadre des droits de l'homme, ça peut être une plus-value pour penser ces enjeux. Et là, le spectre est peut-être un peu différent par rapport à ce que présentait Damien. On part des enjeux de l'accès à l'alimentation et de protéger l'accès à l'alimentation des personnes. Donc évidemment, dans ce cadre, il y a les enjeux d'inégalité sociale qui se posent en premier lieu. Et de parler en termes de droits, on va protéger les droits de l'homme aussi autour de cet accès. Donc les enjeux de dignité, de respect de la personne, de respect de l'ensemble des droits dans les conditions d'accès sont très importantes. Et il y a aussi tout un enjeu, je ne vais pas développer tout ce que ça implique, mais je pense qu'il y a aussi, et c'est un des éléments essentiels dans l'approche par les droits, c'est que c'est reconnaître une valeur contraignante pour les États. Et à ce moment-là, ce n'est pas uniquement un objectif politique, ce n'est pas uniquement un mouvement qui émerge aussi par les acteurs citoyens pour essayer de faire évoluer les systèmes alimentaires, mais c'est une force contraignante pour venir suivre et évaluer ce qui va être mené au sein des politiques publiques et pour aller vers cet objectif. Oui, parce que qui dit démocratie alimentaire, on l'entend, c'est la prise de décision par les citoyens, mais c'est aussi un système politique. Donc l'État a évidemment sa place. Tu l'as dit, ce qui est étonnant, c'est que les pays développés n'ont pas du tout développé ce droit à l'alimentation, alors que les pays dits en développement l'ont développé. Est-ce que tu as des exemples de pays justement qui ont mis en œuvre et mis en place ce droit à l'alimentation ? Oui, alors, pour être même plus précise, c'est tout le cadre, c'est à partir des 2000 qu'il y a eu vraiment tous les travaux qui ont été menés au niveau international pour la définition et voir les mécanismes de mise en œuvre de ce droit. Et la France et l'Union européenne, pour reprendre, étaient vraiment proactifs pour le développer, ces travaux. Donc, ce n'est pas un sujet qui est ignoré, mais qui est pensé principalement dans le cadre des relations internationales et pas sur notre territoire. Et c'est principalement au sein de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui ont été un peu suivis. Donc c'est là-dessus que je peux m'appuyer pour donner ces exemples. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une trentaine d'États qui l'ont reconnu dans leur constitution comme un droit de l'homme
minimum à protéger, donc au niveau constitutionnel. Et dans la force contraignante que ça va impliquer pour les États, c'est comme tous les droits économiques, sociaux, culturels et plus généralement tous les droits de l'homme, ça implique les obligations pour l'État de respecter, protéger et mettre en œuvre ce droit avec une réalisation progressive. Et je vous développe rapidement, mais respecter, ça veut dire que quand cette force contraignante, c'est l'État ne doit pas prendre de mesures qui vont venir empêcher l'accès à l'alimentation. Chaque individu, c'est vraiment le socle, chaque individu dans son quotidien essaie de se nourrir et met tout en œuvre pour se nourrir. Et donc l'État ne doit pas prendre de mesures qui vont venir empêcher cet accès. Et pour donner un exemple de jurisprudence, ça a été... je ne sais plus dans quel pays de l'Afrique subsaharienne, mais je pourrais le retrouver comme précision. Il y avait une loi littorale qui a été adoptée et qui a empêché des pêcheurs traditionnels, de pêcher, donc avoir à leurs ressources alimentaires traditionnelles. Et donc, au nom du droit à l'alimentation, cette loi a été révisée pour aménager le droit à l'alimentation de ces pêcheurs. Pour l'obligation de protéger, c'est l'obligation... Donc c'est cette même logique de protéger contre tout tiers qui serait dominant et qui viendrait contraindre, qui viendrait avoir un effet de rapport de pouvoir ou un effet négatif dans l'accès à l'alimentation de ces personnes. Là, un exemple qui est souvent aussi donné au sein de la jurisprudence, c'est dans un des pays qui était plutôt au sein de l'Amérique latine. Là aussi, je peux m'avancer sur quel pays et quelle cour constitutionnelle exactement. Où c'était une entreprise pétrolière qui, par ses activités, avait pollué des champs vivriers. Et donc là, au nom du droit à l'alimentation, là aussi, ces champs, il y a eu une réparation, une protection. Clairement, pour l'instant, il y a peu d'interprétation de jurisprudence, mais on peut vraiment penser que les logiques de pouvoir au sein de l'industrie agroalimentaire, est-ce que tu évoquais, Damien, sur la qualité de l'alimentation, sur quelle offre et quelle est la qualité de l'offre disponible à bas prix pour les plus pauvres, là aussi, sur la logique de protéger un accès digne à l'alimentation de qualité, certainement qu'on pourrait développer quelque chose. Mais ça reste encore sur le plan plus intellectuel plutôt. C'est intéressant en tout cas parce qu'on voit en tout cas que le droit international, pour une fois, je ne sais pas si je peux le dire pour une fois, mais en tout cas est contraignant et arrive à des solutions assez concrètes dans certains pays. En tout cas, oui. Et on peut essayer de pousser cette ligne pour le faire. Et juste pour terminer rapidement sur mettre en œuvre, là, c'est vraiment le côté de la troisième obligation pour les États. Et là, c'est une obligation plus proactive d'essayer de prendre des mesures. Vous voyez, les deux autres, c'est juste de ne pas prendre des mesures qui empêchent l'accès à l'alimentation ou qui viennent créer des inégalités sociales dans l'accès à l'alimentation. Le troisième, c'est vraiment plus proactif pour l'État de prendre des mesures qui vont venir faciliter l'accès à l'alimentation, avec là une obligation de réalisation progressive entre le socle minimum, c'est être à l'abri de la faim. Comment on fait pour que chaque personne ait le besoin alimentaire vital. Donc toutes les mesures d'urgence d'aide alimentaire vont dans ce sens, mais l'obligation pour les États, c'est de ne pas de se contenter à ça, mais d'aller progressivement vers une alimentation, la réalisation progressive et qui entraîne le respect vraiment de l'identité alimentaire, culturelle, de faire en sorte que l'accès à l'alimentation soit libre, choisi, etc. Donc c'est un peu ce cadre référence qu'apportent les droits de l'homme, mais ça reste après complètement à construire et à développer pour vraiment et à promouvoir en France aussi pour le faire. On entend en tout cas que ce soit la démocratie alimentaire ou le droit à l'alimentation, la question sous-jacente est celle de l'accès à tous à une alimentation. Boris, vous, en ayant créé VRAC, vous avez justement créé VRAC à partir de ce constat, à partir du constat que l'aide alimentaire ne permettait pas cela aujourd'hui en France. En tout cas, pour une alimentation de qualité, elle ne permettait pas de donner accès à tous à cette alimentation de qualité. Expliquez-nous pourquoi. Il y a l'aide alimentaire qui est à peu près aujourd'hui entre 5 et 7 millions de personnes. Les chiffres varient régulièrement, qui clairement ont droit au reste, aux invendus. Donc on peut considérer que les plus précaires d'entre nous sont les poubelles des grandes surfaces et de notre industrie agroalimentaire. Mais il y a quand même plus de 10 millions de personnes, 12 millions à peu près, qui sont en précarité alimentaire, donc qui ne choisissent pas non plus ce qu'elles mangent. Donc le constat, c'est déjà ça. Et de s'orienter vers une orientation choisie, c'est un petit peu l'objectif ultime. Donc nous, quand on a démarré VRAC il y a bientôt 9 ans, on s'est orienté tout de suite vers les quartiers populaires parce que c'est là où il y a le plus d'inégalités sociales. Effectivement, le but est d'aller vers cette démocratie alimentaire, mais il faut d'abord combattre ces inégalités avant de pouvoir accéder à ça. Et dans les banlieues, dans les quartiers populaires, à la fois, on n'a pas d'accès économique, on n'a pas les moyens de pouvoir d'acheter des bons produits, mais on n'a non plus pas d'offres sur le territoire. Donc c'est même une triple peine.
parce que ce qu'on consomme nous rend malade. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu, nous, développer des groupements d'achat dans les banlieues pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants des quartiers. Mais ce que vous nous dites là, c'est que le principe même de l'aide alimentaire qui est basé sur les invendus est critiquable en tant que tel. Est-ce que ça ne permet pas quand même de lutter contre le gaspillage alimentaire ? Mais justement, c'est ça le problème. Moi, je refuse qu'on lie le gaspillage alimentaire à la précarité. Sinon, on ne se posera jamais la question de surproduction. On peut continuer de produire tout ce qu'on veut, c'est pas grave, les pauvres seront là pour manger ce qui reste. L'aide alimentaire, on est loin d'une alimentation choisie. Si vous visitez aujourd'hui une banque alimentaire, vous allez voir énormément de produits transformés, énormément de produits très gras, très sucrés. Et l'association caritative qui va à la banque alimentaire ne va pas non plus choisir ce qu'on lui donne. La banque alimentaire jette parfois ce que donnent les grandes surfaces, qui ont quand même défiscalisé en amont. Et quand tu arrives, tu as un panier qui ne correspond pas forcément à tes envies, à tes goûts, et puis avec un discours très difficile à entendre aujourd'hui. Moi, j'ai pu entendre dans des banques alimentaires des bénévoles ou même des salariés dire mais par exemple, il nous reste toujours de la charcuterie. Si vraiment ils ont faim, si vraiment ils ont faim et qu'ils sont musulmans, non, ils ne vont pas la manger, la charcuterie. Et ça, c'est vraiment plus possible d'entendre ça aujourd'hui. On devrait pouvoir, en tout cas, choisir ce qu'on met dans son ventre, quoi. Qu'est-ce que vous avez vu dans les quartiers populaires ? On a souvent un cliché qui transparaît, qui est que quand on est défavorisé, on ne s'intéresserait pas au bien manger, on ne s'intéresserait pas à l'agriculture biologique. Et ça, c'est vraiment des idées reçues. Il y a une étude récente de l'IDRI qui montre que c'est le même pourcentage de personnes, quels que soient ses revenus, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, qui s'intéressent au bien manger. Moi, dans les quartiers, je vois plein de personnes qui ont envie de bien se nourrir pour eux, pour leurs enfants et aussi pour la planète. C'est parce que tu es pauvre que tu n'as pas une conscience écologique. Et puis beaucoup de personnes qui venaient d'immigration, qui avaient accès qui avaient un jardin, qui avaient des ruches parfois, donc ils connaissent très bien les bons produits. Aujourd'hui, il y a plus une grosse méfiance vis-à-vis de ce qu'on propose. Donc nous, on essaye aussi de reconnecter les mangeurs aux producteurs. Et en plus, il y a aussi cette connaissance-là, quand on arrive, qu'on fait goûter les produits en bas des tours, les habitants nous demandent « ouais, mais c'est bon, c'est bio, local ». C'est pas cher, mais est-ce que le producteur est bien payé ? Donc il y a aussi cette solidarité dans la précarité qui est intéressante. Donc non, il y a vraiment une conscientisation très forte et une volonté de bien se nourrir, mais encore une fois, et par la mobilité et par le manque de moyens, on ne peut pas. Et on se retrouve avec des quartiers qui sont frappés énormément par le diabète, par l'obésité, beaucoup plus que la moyenne nationale. Magali, est-ce que le droit à l'alimentation, il amène aussi à repenser l'aide alimentaire telle qu'on la conçoit aujourd'hui en France ? Alors bien sûr, quand on passe en termes de droit, là, ce que décrivait Boris, et dans tout ce qui est l'aide alimentaire aujourd'hui, ce qui s'est institutionnalisé, c'est à peu près à partir des années 80 au niveau français et européen, c'est par les associations. Donc c'est une approche très caritative de dons où tout le système, ce que tu décrivais aussi, c'est par le don et donc par l'offre qu'on va répondre aux besoins et non pas à partir de la demande. Ce que je vous disais, c'est de mettre les droits et les conditions d'accès au centre. Donc le fait de penser en termes de droits, ça vient en tout cas profondément repenser ce système en disant c'est plus du don pour les personnes, mais on part des besoins, des attentes des personnes, des protections des conditions d'accès et de leurs demandes. Et donc évidemment, tout ce dispositif qui repose sur le système de dons et de redistribution des invendus, d'une part, je vous disais aussi, il y a les enjeux de lutte contre toute discrimination, il y a aussi un système qui se met en place parallèle pour les plus pauvres, à partir de rebuts, et donc tout ça, on vient le re-questionner par une approche fondée sur les droits. Et de mettre aussi, on l'a un peu évoqué, mais la question de la dignité, c'est à ce moment-là aller voir et de se pencher sur le vécu et les attentes des personnes. Et dans tout ce qui est exprimé dans les témoignages, il y a beaucoup d'éléments sur l'humiliation, d'aller faire des queues dans la rue pour pouvoir se nourrir, l'humiliation aussi, de devoir aussi pas pouvoir choisir sa nourriture et d'avoir effectivement des remarques qui peuvent être ressenties comme infantilisantes aussi par les personnes qui donnent, l'humiliation ou les préjugés ressentis sur les corps,
et les corps frappés beaucoup par l'obésité et le diabète, c'est ce que tu disais Boris, mais avec un grand préjugé sociétal que les plus pauvres ne savent pas se nourrir ou ne sauraient pas gérer leur budget et qu'il faudra à ce moment-là les éduquer pour connaître les bienfaits de ce qui serait une alimentation biologique ou de ce qui serait une bonne alimentation et de mieux gérer leur pouvoir d'achat extrêmement réduit pour aller plutôt vers des produits fléchés. Donc tout ça, c'est très... c'est ce qui ressort dans les témoignages et qui voyait sous une approche droit de l'homme, de dignité, de non-discrimination, de lutte contre les préjugés. Il y a tout un système, c'est le thème de cette table ronde, qui aujourd'hui en France est à repenser et qui bouge d'ailleurs dans la façon dont c'est posé aussi aujourd'hui au niveau politique. Ok, ça nous amène justement à réfléchir aux solutions et aux changements de système possibles. Damien, quelles sont les solutions possibles pour arriver à cette démocratie alimentaire ? Oui, il y en a un certain nombre. Et puis je parlais tout à l'heure de retrouver du pouvoir politique. Et dans l'idée de retrouver, ça veut bien dire qu'on l'avait déjà trouvé. Il faut peut-être rappeler aussi que historiquement, fut un temps où le rapport entre producteur et consommateur était moins distendu et qu'on avait un pouvoir plus grand sur la façon dont on s'approvisionnait, y compris dans des milieux, on peut revenir par exemple fin du 19e siècle en Grande-Bretagne. On est en plein mouvement capitaliste, paternaliste, triomphant, on va dire, et le mouvement ouvriériste qui cherche à s'émanciper de la tutelle de ce capitalisme-là, et notamment qui pose les fondements de la coopération, fin des 1860. C'est Manchester, dans les usines de filature, les ouvriers qui veulent s'émanciper, ils travaillent pour la filature, et ils dorment dans les logements fournis par la filature, et ils mangent dans les magasins du même patron. Et donc c'est là que naît le mouvement de coopérative. Donc il crée des premières coopératives de logement, des coopératives de consommation. Et donc c'est vraiment une façon de s'émanciper politiquement pour retrouver du pouvoir sur son alimentation. Donc là on est fin des années 1860 en Grande-Bretagne, mais j'avais retrouvé des choses très intéressantes. Les Lyonnais, là, 1830, les années 1830. C'est dans le mouvement, alors du coup, toujours ouvriériste et anarcho-syndicaliste de Fourier, un certain Michel-Marie Dorion qui avait inventé du commerce véridique et social. Et l'idée, déjà à l'époque, c'est de s'affranchir de la tutelle des commerçants. Donc à l'époque, il n'est pas question d'hypermarché, mais les commerçants qui font l'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, qui évidemment se sucrent au passage trop largement, et donc des ouvriers qui créent des premières coopératives à la Croix-Rousse, boulangerie, charcuterie, etc. Et donc on avait déjà des mouvements de démocratie alimentaire fin du 19e siècle. À Paris, la Bellevilloise, d'ailleurs on était il n'y a pas longtemps, c'était une ancienne coopérative de consommation alimentaire, une épicerie montée par des ouvriers pour acheter en groupe et moins cher et pouvoir revendre à prix coûtant aux ouvriers du 20e des denrées alimentaires. Donc on a aussi toute cette histoire d'investissement dans des formes de démocratie alimentaire qu'on essaye aujourd'hui de retrouver. Donc c'est à travers des choses dans lesquelles peut-être certains d'entre vous sont impliqués, ou que vous connaissez en tout cas. C'est historiquement, et ça date depuis assez longtemps, les systèmes des AMAP, donc des circuits courts. Donc c'est l'idée que le consommateur n'est pas un simple acheteur, mais en tout cas par son acte de consommation, promeut soit des formes de production plus vertueuses, des formes de commercialisation aussi plus vertueuses, moins d'intermédiaires. Et donc c'est des formes d'une certaine manière, enfin plus que d'une certaine manière, de démocratie alimentaire, de reprise de pouvoir. Bon, il y en a beaucoup d'autres. À l'échelle nationale, vous parlez du rôle de l'État. Il y a eu les États généraux de l'alimentation qui ont été organisés 2 fois, en 2000 puis en 2017. Donc là aussi, c'était une grande tentative de démocratisation alimentaire. L'idée que un certain nombre de parties prenantes du système alimentaire, les agriculteurs, les consommateurs, le secteur privé, etc., s'investissent ensemble pour imaginer des nouvelles politiques alimentaires. On en a parlé, les systèmes des coopératives. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour justement impliquer la société civile dans des formes d'organisation autour de l'alimentation. Et les États généraux de l'alimentation, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'était un succès. Pourquoi on est arrivé à un échec ?
Effectivement, on ne peut pas dire que c'était un succès. Alors, c'est toujours les histoires de verre à moitié plein, à moitié vide. On peut considérer que c'était une forme de succès dans le sens où ça a impliqué des acteurs dans la définition de politique qui jusqu'alors n'étaient pas consultés. Donc, de cette manière-là, c'est un demi-succès, mais effectivement un relatif échec au final. Surtout que l'ambition était vraiment énorme, qui était de finalement casser voilà, le poids, j'allais dire enfin le surpoids des intermédiaires dans les chaînes alimentaires. Et ça, évidemment, voilà, ce sont des acteurs qui ont des pouvoirs d'agir, des pouvoirs justement qui ont acquis un pouvoir politique énorme. De représentation directement auprès des députés, par exemple. Enfin, bon, voilà, c'est du lobbying, hein, ça s'appelle du lobbying. Donc, c'est des acteurs qui ont des pouvoirs de lobbying extrêmement puissants. Donc, évidemment, ça limite les tentatives de forme de démocratie alimentaire telles que celle-ci. Donc, du coup, elles sont à relativiser parce que y a voilà, des acteurs qui sont toujours très puissants. Voilà, il y a un vrai déséquilibre entre des simples citoyens et des acteurs privés qui disposent de moyens énormes pour peser dans la négociation politique et faire valoir leurs avantages, on va dire. Et à l'international, est-ce qu'on a vu une démocratie alimentaire se concrétiser? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce d'équivalent de ces États généraux. C'était il y a l'année dernière, une conférence des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Et c'était l'idée, effectivement, à l'échelle internationale, d'essayer de réfléchir avec différentes parties prenantes, et là encore, qui soient représentatives du système alimentaire, pour imaginer des systèmes alimentaires plus vertueux d'un point de vue environnemental, plus justes socialement, etc., etc. Et donc, une grande conférence avec un grand processus de préparation, avec des groupes de travail déclinés dans différents pays, etc., et qui se sont avérés très rapidement être... accaparer en fait ces groupes de travail par, encore une fois, des acteurs privés qui disposent voilà, de moyens humains, de moyens financiers parce que voilà, c'est le pouvoir d'agir, ça suppose des moyens et tout le monde ne dispose pas de ces moyens, et je pense qu'on va en parler. C'est comment est-ce qu'on arrive à voilà, faire venir autour de la table dans les projets des populations qui voilà, n'ont ni le temps ni les moyens, voilà. Donc c'est très compliqué voilà, de faire face à des acteurs qui eux ont ce pouvoir-là. Magali, tu veux ajouter quelque chose? Oui, pour compléter, parce que pour aussi nuancer ce que tu présentais pour les constats des États généraux de l'alimentation, parce que précisément sur le sujet qui nous rassemble ici et qui est autour de la précarité alimentaire, je pense que les États généraux de l'alimentation ont permis vraiment un changement. Il y a même le mot de changement de paradigme qui a été adopté, c'était le groupe 12 sur... je ne sais plus le titre exactement, mais c'est globalement permettre à chacun un accès à l'alimentation de qualité. Donc tout le sujet de la lutte contre la précarité alimentaire et des inégalités sociales. Et peut-être ça fera le lien aussi avec les systèmes alimentaires, c'est de se dire, c'est pas tout de mettre tout le monde autour d'une table pour parler de ces sujets et de faire démocratie alimentaire, c'est quels sont un peu les objectifs ou les grands principes dont on se dote pour faire ces discussions. Et dans l'atelier 12, dans ce que je vous disais pour les États généraux de l'alimentation, c'était, je pense, une des premières fois en France sur cette question des inégalités sociales autour de l'accès à l'alimentation, il y avait comme interlocuteur des personnes autres que seulement les associations caritatives. Mais il y avait l'ensemble des acteurs des systèmes alimentaires, il y avait aussi des associations qui étaient avec les personnes qui connaissent la précarité alimentaire, et ça a été ce groupe qui a été, lors des ateliers 12 de l'alimentation, et de rassembler largement a permis vraiment de poser les questions autrement, donc au-delà de seulement soutenir ce qui existe déjà autour de l'urgence alimentaire en France, donc l'aide alimentaire. Il y a eu le sujet de se dire qu'il faut aller plus loin et aller vers les causes structurelles autour de la lutte contre la précarité alimentaire et tout ce dont on parlait et ce que Boris présentait aussi, de se dire la réponse par l'aide alimentaire ne répond pas, ou répond que à l'urgence, mais ça ne répond clairement pas aux besoins et à toutes les attentes des personnes, et il y a besoin d'aller plus loin. Et donc lors de ces conclusions, il a été acté d'une part que le champ de l'alimentation faisait partie de la lutte contre la pauvreté et les exclusions en France. Jusqu'à 2018, c'était absent des politiques de lutte contre pauvreté et exclusion en France. Pour vous dire à quel point on part de loin. Et donc, ça a été inscrit dans le Code d'action sociale et des familles avec une définition de la lutte contre la précarité alimentaire qui est distincte de l'aide alimentaire. Et donc là, c'est depuis 2018 qu'en France, on a un cadre qui nous permet de poser que pour penser ces enjeux d'accès de tous à l'alimentation, il y a un besoin, dans la définition légale, il y a vraiment ces enjeux d'un accès à l'alimentation qui soit de qualité, qui soit dans le respect de la dignité, qui soit pensé avec l'ensemble des parties prenantes et les personnes concernées. Donc tout ça, c'est un cadre qui est vraiment intéressant pour pouvoir avancer et qui, je pense, a permis
pour les acteurs, je pense, et de plus de terrain et d'initiatives de solidarité alimentaire, mais aussi pour pousser le sujet au niveau politique, le cadre a vraiment changé depuis 2018 et ce n'est pas uniquement la définition légale de l'aide alimentaire qui est la fourniture des denrées. Ok, intéressant, merci pour ces précisions. Damien, tu nous as soulevé en effet la question du fait qu'il fallait de fait quand même faire venir ces personnes. Toi, Boris, tu as réussi ça. Tu as réussi à aller dans les quartiers, tu as réussi à leur parler, tu as réussi à les faire descendre, tu as réussi à se faire intéresser. Donc c'est quoi pour toi les leviers justement pour que ces personnes-là, elles prennent le pouvoir ? Il y a du boulot parce que déjà l'aller vert était important. On est allé dans les quartiers, au pied des tours, discuter avec les gens, déguster des produits, d'essayer de casser aussi les préjugés que eux pouvaient avoir sur une alimentation durable et biologique. Ça c'est aussi important. Mais c'est un travail qui est hyper long et je suis quand même moins optimiste que ce que dit Magali. Évidemment, maintenant on a le droit d'être une alternative. En fait, les alternatives ont le droit d'exister. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Sauf que moi, j'en ai marre d'être une alternative, quoi. On sait qu'on a fondamentalement raison. On a quand même un système agroalimentaire qui tue l'environnement, qui tue les paysans, qui tue les mangeurs. Et il y a une urgence à changer. Et on va continuer de saupoudrer un petit peu d'argent pour que les alternatives survivent et pouvoir dire, bah, regardez, si ça ne fonctionne pas, il y a quand même des alternatives. Mais moi, j'ai pas envie d'être une alternative jusqu'à la retraite, quoi. Il sera trop tard pour plein de gens. Donc, effectivement, il faut réussir à embarquer les gens déjà sur ce qu'on mange, casser ces barrières-là, de refaire le lien avec le monde paysan et puis de construire des projets avec eux. Et c'est aussi en impliquant les personnes qu'on peut réussir à changer les choses, que ça soit du petit concours de cuisine dans les quartiers où on va valoriser aussi la cuisine des habitants, leur savoir-faire, et leur donner envie de cuisiner différemment, notamment sur une consommation carnée qui reste un marqueur social très fort. Et ça va, aujourd'hui, on est en train de créer notre premier lieu dédié à l'alimentation, donc une maison, ça s'appelle la MESA, ça va naître à Lyon là, le mois prochain, Maison engagée solidaire de l'alimentation, un lieu créé avec les habitants, dans une ancienne pharmacie, donc c'est rigolo, enfin, le lien à la santé est assez fort. Et il y aura un restaurant avec un plat du jour, avec des produits bio, locaux à 4 € pour s'aligner sur le prix des kebabs. Et il y aura une épicerie vrac à prix coûtant pour les habitants et une cuisine collective. Cuisine collective qui permettra aux personnes de choisir ce qu'elles veulent manger, ce qu'elles veulent cuisiner. Donc tu luttes contre l'isolement, contre la précarité alimentaire et malheureusement aussi aujourd'hui contre la précarité énergétique. Donc c'est aussi en faisant des projets, mais aussi en mettant en colère les gens, quoi. Donc on crée des assemblées de mangeurs et de mangeuses dans plusieurs quartiers et on se questionne juste sur qu'est-ce qu'on mange, sur qu'est-ce qu'on a dans le frigo, sur quels arbitrages on doit faire dans notre vie entre s'acheter des fringues ou payer la cantine. Donc moi j'ai envie que les gens se mettent vraiment en colère sur ces questions-là, pour que ça soit entendu vraiment au niveau politique. Aujourd'hui, Magali a raison, c'est très très bien entendu par les services, par le ministère des Affaires sociales. Il y a vraiment un changement clair, vraiment une volonté forte d'aller vers autre chose, mais ça bloque encore au niveau du gouvernement. Ça fait 2 ans qu'on travaille au sein d'une instance qui a un nom magnifique, le COCOLUPA, le Comité interministériel de lutte contre la précarité alimentaire, où vraiment ça bouge. Et discours d'Olivier Véran à l'époque, après une année et demie de travail, qui renouvelait son soutien à l'aide alimentaire classique et au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc il y a vraiment un blocage politique. Et aujourd'hui, tant que, clairement, la FNSEA sera au pouvoir, il n'y a pas grand-chose qui pourra bouger. Le vrai levier, il est là-dessus. Il est aussi au niveau européen. C'est ce dont on expliquait sur la table ronde précédente. On entend les leviers au niveau locaux. Il y a une expression que je n'ai pas encore entendue dans votre bouche qui est la sécurité sociale de l'alimentation, qui me paraît être un levier, en tout cas au niveau national. Vous, chez VRAC, c'est l'un de vos plaidoyers centrales. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, on n'est que dans des politiques pour les pauvres. Et ça ne peut pas fonctionner. Toutes les personnes dans la salle, je pense que personne n'a les mêmes revenus. Toutes et tous, quand vous allez chez le médecin, quand vous avez des frais médicaux, vous êtes remboursé. Et ça ne pose pas de problème aux riches, ça ne pose pas de problème aux pauvres, c'est juste normal, c'est un acquis social de pouvoir être remboursé. Et la sécurité sociale et l'alimentation, c'est à peu près la même chose, c'est de sacraliser un budget sur les questions d'alimentation. Donc le socle numéro 1, l'universalité, et c'est de verser 150 € par mois à tout le monde, mangeurs, adultes et enfants compris,
pour pouvoir choisir son alimentation et de créer des caisses de conventionnement au niveau local, pareil qu'au niveau de la médecine. Il y a des médecins qui sont conventionnés Sécu, d'autres pas, et de choisir vraiment où est-ce qu'on a envie de se nourrir. Donc voilà, c'est un projet qui avance, qui est porté par le collectif SSA, avec des assos, avec des chercheurs, avec la Confédération paysanne, Ingénieurs sans frontières, et qui commence à faire parler d'elle. On tente des expérimentations au niveau local, et on espère que ça va cheminer. Enfin, l'alimentation, c'est vraiment un droit commun. Tout le monde devrait pouvoir se nourrir correctement, tout en respectant le producteur et la planète. Et c'est quoi la différence du coup avec le chèque alimentaire promis par Emmanuel Macron en 2023 ? Ah, les promesses. Alors, c'est pas officiel, mais a priori, c'est mort, les chèques alimentaires. Hein. Ça devrait pas tarder. Encore une fois, les chèques alimentaires, ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, on ne liait plus quand même l'aide alimentaire au gaspillage. Donc, c'était quand même une petite avancée. Mais encore une fois, c'était une politique pour les pauvres. Donc, ça, c'est vraiment dérangeant. Et surtout, c'était un flou artistique. On en a parlé pendant 1 an. Même les services de l'État ne voulaient pas la mise en place. Ça coûtait trop cher, ça n'avait pas une réelle efficacité, et on aurait encore été obligé, pour des raisons juridiques, d'aller remplir les poches des grandes surfaces. Donc c'était quand même assez critiquable, mais ça avait quand même aussi un autre avantage, c'est que c'était chiffré entre 3-4 milliards d'euros par an, donc quelque chose qui allait quand même tomber dans la poche des consommateurs, et qui va être remplacé a priori par 50 millions pour l'aide alimentaire. Donc voilà, il y a encore du boulot à ce niveau-là. Il faut vraiment sortir de la politique pour les pauvres. Damien, tu veux compléter ? Ouais, non, juste pour prolonger 2 mots sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et effectivement, tu fais bien de rappeler qu'on est complètement habitué à la sécurité sociale de la santé. Ça paraît un acquis tout à fait normal et évident. C'est important de revenir sur l'histoire de ce que ça a été et comment ça s'est construit. Et donc c'est effectivement cette histoire-là qui serait éventuellement revivifiée autour de l'alimentation. Mais au-delà effectivement de ce concept d'universalité, il y a aussi l'idée de conventionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que potentiellement, quel type d'aliments on pourrait avoir accès. Et c'est aussi potentiellement un outil pour promotionner, voilà, encore une fois, des formes vertueuses de production dans un système qui serait gagnant-gagnant, c'est-à-dire de nous nourrir le plus convenablement possible et de rémunérer les producteurs le plus convenablement possible aussi. Donc c'est-à-dire que finalement, d'une certaine manière, ce serait une façon aussi de subventionner des formes plus vertueuses de production, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, voilà, ne fait trop peu la politique agricole commune, qui est quand même la grande politique de soutien de notre alimentation pour ce qui est de l'Union européenne et donc de la France en particulier. Ouais. Donc c'est aussi une manière de réorienter les modèles de production potentiellement via une aide publique, quelle qu'elle soit, locale ou nationale. Bon, pour le moment, c'est encore imaginé à des échelles locales. Hein. Il y a des expériences qui ont commencé ou qui vont se mener de caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. Donc là aussi, c'est des formats démocratiques d'organisation de ces caisses qui vont se mettre en place. Mais voilà, c'est aussi imaginer une forme de soutien aussi à la production. Hein. Mais ça pose quand même la question de qu'est-ce qui sera subventionné et qu'est-ce qui ne sera pas subventionné. Et donc comment on arrive à ce que tous les citoyens prennent position sur ce sujet. Comment on arrive à les convaincre de les faire venir dans des réunions. T'as des pistes là-dessus ? J'ai des pistes, pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est toujours le nerf de la guerre. C'est effectivement comment faire participer ceux qui ont le moins de pouvoir d'agir. Alors, il y a les pays anglo-saxons, Canada par exemple, sont souvent un peu moins... ont des questions un peu moins taboues, par exemple, autour de l'argent. Et donc, il y a l'idée de payer potentiellement des gens pour qu'ils viennent à des réunions. C'est aussi, parce que d'abord, c'est un travail et c'est du temps. C'est du travail, c'est de l'argent, pardon. Il y a aussi l'idée d'organiser des réunions à des heures où, justement, les gens ne sont pas en train de travailler. Où ont potentiellement plus de temps, donc soit le soir, soit les week-ends. Bon voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se mettre en place, qui ne sont pas évidentes, hein, parce qu'on n'a pas cette habitude, en plus en France, de gouvernance participative, donc on vient de très très loin, et en particulier auprès d'un public qui n'est pas habitué. Ouais. Magali, le mot de la fin avant de donner la parole au public. Oui, alors pour compléter, donc c'est sûr que tous ces enjeux qu'on pose autour de démocratie alimentaire et d'approche fondée de droit, c'est aussi tout ce qui pousse. Je pense que vous avez bien vu, il y a à la fois ce qui peut partir du terrain, des initiatives, et puis je tenais aussi plus la place de ce qui peut émerger aussi au niveau institutionnel et des politiques plutôt nationales ou européennes. Et notamment sur cet enjeu de participation, c'est quand même
que ce soit posé au centre. Alors, démocratie alimentaire, c'est pas uniquement la participation des personnes en précarité, hein, c'est tous. Mais sur ce volet un peu de prise de parole des personnes de précarité qui sont en précarité alimentaire, pour penser ces enjeux et pour à la fois poser les constats, élaborer les solutions, les actions qui peuvent être mises en œuvre et puis les évaluer au regard des objectifs poursuivis, ça fait partie d'un des groupes de travail en ce moment du COCOLUPA, du comité de lutte contre la pauvreté, de précarité alimentaire qu'évoquait Boris. Donc ça fait, normalement, il y a un avis un peu concerté qui va être rendu aussi pour accompagner. Il y a un double sujet. Il y a d'une part faire reconnaître l'importance de cette participation. Là, on est tous convaincus autour de cette table et ici, c'est pas du tout le cas non plus forcément sur le terrain. Quand il y a des gens qui ont le frigo vide, et l'enjeu premier, c'est de réussir à remplir le frigidaire plus que de participer à des réunions pour voir comment on pourrait se nourrir ensemble, etc. Donc, il y a aussi d'accompagner cette prise de conscience de l'importance de ces processus de participation et de comment faire, c'est ce que tu évoquais Damien, et c'est aussi en s'appuyant sur des initiatives qui sont déjà sur le terrain, mais ça normalement il va y avoir quelque chose un peu de consolidé avec un guide pratique pour les déployer qui va sortir donc du groupe 5 du COCOLUPA, et peut-être aussi juste pour être sur toujours ce double regard entre ce qui peut émerger, notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi via le mouvement paysan et les associations que c'est porté, avec une perspective plus juridique et d'approche par les droits et politiques publiques. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi un gros enjeu. Ce qui émerge, c'est que les politiques, la PAC ne soutient pas une agriculture qui irait dans le sens de ce qu'on voudrait sur les transitions agricoles alimentaires, et qu'il y a des gros enjeux d'inégalité sociale dans l'accès à l'alimentation. Donc, moi, je mettrais un peu, en tout cas, c'est l'angle que je travaille aussi, c'est comment, quand on pense ces enjeux, évidemment, il faut porter ces sujets et que ça permet aussi d'imaginer un imaginaire autrement pour porter ces enjeux, et que toutes ces initiatives permettent de le porter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des leviers très importants au niveau du droit de l'OMC, au niveau du droit de l'Union européenne et de la PAC, et que c'est aussi des leviers qu'il faut activer. Merci Magali de le rappeler. Enfin, juste aussi pour préciser, parce que c'est souvent peu connu du public, mais la politique agricole commune, pour la France, c'est 9 milliards d'aides chaque année. Donc 9 milliards d'aides européennes pour nous aider à produire, transformer. Voilà, donc c'est un levier public et financier qui est absolument énorme et qui malheureusement tarde à se réformer dans un sens plus positif. Premier budget de l'Union européenne. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais vous donner la parole sur ce sujet de la démocratie alimentaire. Ne soyez pas timide. Merci. Enchanté, et je voulais voir si en fait il y avait vos homologues, mais en Belgique, si vous connaissez justement des gens qui font la même chose en Belgique, puisque je suis un chef d'une ASBL à Bruxelles qui développe pour 1500 personnes dans la précarité par semaine des repas, justement, en plus d'un restaurant gastronomique, etc. Mais voilà, donc on est vraiment confronté énormément à cette précarité. Votre vision est magnifique, parce que clairement, des fois, dans les invendus alimentaires, on est un peu freiné, et il y a ce côté justement enfantin, entre guillemets, des fois, parce qu'on n'a pas assez de denrées qu'on pourrait produire pour le tarif, en fait, qu'on essaie de donner. Et donc voilà, je voulais voir si en Belgique, vous aviez des contacts, des connaissances et autres, parce que j'essaie de vous rajouter sur LinkedIn, mais j'ai un super mauvais réseau. Voilà. Alors je commence et Boris pourra compléter. Moi, ce que je connais pas très bien tout le système belge, mais je peux vous citer au moins deux organisations qui me semblent vraiment intéressantes et qui ont vraiment alimenté mes réflexions. Il y a d'une part la Fédération des services sociaux à Bruxelles, dont mais alors avec Brigitte Grisa, mais vraiment tous les travaux qui émergent là sont extrêmement intéressants. Effectivement, ça va dans le même sens, et c'était en lien avec le programme ADIN. Mais bon, alors si vous connaissez, mais ça vraiment pour moi c'est une des références, et tous les écrits qui sont là sont extrêmement inspirants, et on fait des parallèles dans les travaux. Et deuxième axe, mais vous connaissez peut-être déjà aussi, c'est tout ce qui est FIAN Belgique, qui est j'aurais pas l'acronyme, mais c'est une des organisations et associations qui s'est montée autour du droit à l'alimentation. Ça a été vraiment dès 1996, notamment voilà, et qui avance sur ces sujets, et de droit à l'alimentation, et de soutien à tout ce qui est agriculture paysanne, et qui se positionne aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation. Mais voilà, c'est les deux références que je peux avoir.
Et je suis obligé de faire un peu de promotion pour VRAC Bruxelles qui arrive, qui est arrivé en fin d'année, qui vient de se créer. Donc il y a une équipe en place, VRAC Bruxelles, je pourrais te donner les contacts après. Peut-être une toute dernière question très rapidement, sinon on va s'arrêter là. Démocratie alimentaire. On essaye de faire vivre la démocratie là. Montrez-nous que vous faites vivre la démocratie alimentaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à vous trois.